Bonjour, pour ceux qui sont un peu endormis. Et pour ceux qui se réveillent, je vous propose quelques rêves érotiques. Vous avez eu l'an dernier une magnifique présentation par une grande spécialiste de la sexualité féminine, Sylvie Abraham. Elle est chirurgienne et elle s'est un peu spécialisée dans ce domaine. Moi, personnellement, j'ignore complètement ce que les femmes appellent le continent noir, pas seulement les femmes, parce que cette dimension n'a jamais été enseignée, on l'apprend tout seul, et quand on est chirurgien, on ne fait que voyager en survol, si j'ose dire, sans bombardement, j'espère, dans ce paysage merveilleux et extraordinaire. Mais quand même, la semaine prochaine, figurez-vous que j'ai deux opérations un peu singulières à effectuer. La première, c'est une opération de diminution des petites lèvres chez une jeune fille, une jeune femme, qui souhaite ressembler à Barbie, parce que Barbie n'a pratiquement plus de petites lèvres. Et une autre opération, d'ailleurs le même jour, je dois faire une nymphoplastie, c'est-à-dire que je dois faire une hyménoplastie, je dois reconstituer un hymen chez une femme musulmane qui souhaite redevenir vierge pour son mariage. Alors, tout cela, après toutes ces années que j'ai passées à voyager dans la chirurgie plastique, m'a porté à m'intéresser à la sexualité féminine, au moins dans sa matière écrite et théorique, et j'ai trouvé qu'il y avait un destin féminin absolument fascinant, peu connu, elle a été peu appréciée de ses contemporains, c'est la princesse Marie Bonaparte. Alors, l'histoire de la princesse Marie Bonaparte est tout à fait extraordinaire parce que je pense qu'elle recoupe aussi beaucoup de cas cliniques que vous êtes amenés à voir et que nous sommes parfois amenés à voir et malheureusement parfois à succomber à ces opérations. Parce qu'il faut dire que ces opérations maintenant se sont énormément développées. Il n'y a pas un seul congrès de chirurgie plastique où il n'y a pas une session sur la chirurgie gynécologique à viser plaisir, c'est-à-dire est-ce que ces opérations peuvent entraîner soit une guérison d'un certain nombre de symptômes, soit une amélioration de la sexualité féminine, comme il y a un siècle. Parce que Marie Bonaparte, elle est née à la fin du XIXe siècle et elle a vécu très longtemps. Elle est morte seulement à 80 ans. Et quel destin extraordinaire! C'est une femme qui n'a pas connu sa mère. Ça, c'est vrai. C'est tout de suite, pour vous qui êtes psychanalyste, il y a une faille immédiate. Sa mère est morte, elle n'avait que quelques mois. Et donc, quand elle s'est développée dans une famille tout à fait digne et belle, avec un père qui a essayé de faire de son mieux pour l'aider, il a fini par la marier à un autre descendant d'empereur qui était beau. Marie Bonaparte était une très jolie femme. Et donc, elle ne voulait pas n'importe qui, elle lui a proposé plein de candidats. Et elle a jeté son dévolu sur un prince du Danemark, blond, avec une petite moustache blonde, et qui, au fur et à mesure des années, et surtout terriblement décevant au moment de la nuit de noces, il l'a quand même pénétré. Elle a fait des enfants avec lui, mais c'était un homosexuel qui avait donc des relations avec son oncle. Et elle a vécu auprès de lui pendant 50 ans, et elle ne l'a pas quitté au niveau moral, elle l'a aidé. Ça a été non pas un couple, mais un rassemblage d'amis qui ont survécu l'un à côté de l'autre. Marie Bonaparte, qu'est-ce qui lui est donc arrivé? Déçue par son mari, elle a essayé de découvrir le plaisir. Parce que dans toutes ses relations avec son mari, et les quelques amants, elle en a eu de très nombreux à ce moment-là, elle n'avait pas de jouissance. Alors comme c'est une femme très intelligente et très scientifique, la voilà qui s'intéresse à l'anatomie. Elle va en Afrique pour étudier les femmes excisées ou infibulées. Elle a une arrogance de femme libérée qui veut comprendre. Et finalement, ce qui lui apparaît, dans les mesures qu'elle a fait chez 200 femmes, en leur demandant si elles jouissaient ou pas, c'est que la distance entre le méa urinaire et le clitoris pouvait être significative. Si cette distance était longue, apparemment, les femmes jouissaient moins. Si cette distance était courte, apparemment, ils jouissaient plus. Et donc, Marie Bonaparte, après beaucoup de tribulations,
Et après avoir été voir Freud à Vienne pour lui expliquer tous ses problèmes, elle avait eu d'autres psychanalystes, mais quand elle découvre Freud, qui a 70 ans, qui est beaucoup plus âgé, elle l'aime d'un amour paternel. C'est comme si c'était son deuxième père. Elle lui raconte tout. Et Freud ne comprend pas très bien ce qui se passe chez cette femme. Ce n'est pas la seule femme qui présente ce problème devant lui, mais il est mal à l'aise. Alors, armée de cette connaissance scientifique, Marie Bonaparte a décidé de se faire opérer. Elle trouve un médecin qui s'intéresse à ce problème, qui s'appelle le docteur Alban, et qui lui dit « pas de problème, je m'en occupe ». C'était son premier cas au docteur Alban. Alors c'est une histoire que je trouve absolument sordide, parce qu'il l'a opéré, ça ne s'est pas si bien passé que ça, et 6 semaines après, il a voulu essayer si vraiment son opération avait été efficace lui-même, et il l'a violée. Alors à cette période où on parle de MeToo, de comportements absolument aberrants, c'est pas nouveau. Il y a presque dans le siècle dernier des comportements de médecins et de chirurgiens inqualifiables. Et figurez-vous que Alban, qui avait fait cette opération, n'était pas insatisfait et voulait publier le résultat en disant ça marche. Et Marie Bonaparte lui dit non, attends, c'est pas sûr. Alors à cette époque-là, elle était tombée amoureuse d'un professeur à l'Institut Pasteur qui s'appelait Jean Troisier. Ça a été l'homme de sa vie. C'était un grand amour. Elle a dit, voilà, elle s'est dit, je vais essayer avec lui. Et ça ne marchait pas très bien avec lui. Ça a été un petit peu mieux qu'avant, mais elle n'avait pas toute sa satisfaction. Elle n'arrivait pas au bout de sa jouissance. Alors elle a pris comme amant un jeune psychanalyste, Löwenstein, qui a été le psychanalyste de Lacan. Exactement. Et pendant 15 ans, elle allait de l'un à l'autre. Chacun avait sa journée pour essayer de la faire jouir. Elle n'aimait pas Löwenstein, mais il lui faisait très bien l'amour. Elle ne l'a pas pris comme psychanalyste. C'était toujours Freud, son psychanalyste. Et après, elle a pris quelqu'un d'autre en France. Mais cette femme absolument exceptionnelle s'est dit, peut-être que je n'en ai pas fait assez. La distance entre mon clitoris et mon orifice urétral est encore un peu longue. Et elle a demandé à Alban de la réopérer. Et figurez-vous qu'il l'a réopérée. Alors, après, ce qui est extraordinaire chez cette femme, c'est qu'elle est devenue une des grandes propagatrices de la psychanalyse. Elle n'a pas pu se psychanalyser elle-même comme l'avait fait Freud. Les failles terribles qu'elle avait l'ont conduit à prendre des amants, à les multiplier, tout en gardant comme amis et amants occasionnels ses anciens amants. Elle allait de l'un à l'autre sans aucune culpabilité. C'est une femme étrange. Elle avait une fois demandé à Freud pourquoi est-ce que l'inceste est interdit et pourquoi est-ce qu'on n'a pas droit à l'anthropophagie. Il paraît même qu'une fois, elle a essayé de faire cuire de la peau d'un individu qu'un chirurgien avait enlevé pour en goûter un fragment. Je ne sais pas entre vous quelle serait la femme qui aurait ce courage hallucinant d'aller jusqu'à goûter un morceau de chair humaine. Mais rien ne l'arrêtait. Et rien ne l'arrêtait. Et surtout, elle a fait quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est qu'elle a compris que Freud, son père spirituel, était quelqu'un qui était essentiel au développement de la psychanalyse. Elle voyait que petit à petit, les armes qu'il lui avait données au niveau intellectuel et mental lui permettaient de traiter. Elle n'a pas traité énormément de patients. Elle a eu une quinzaine de patients au cours de sa vie. Mais elle a écrit de nombreux livres, elle s'est intéressée à de nombreux sujets. Et donc j'en reviens un petit peu à mon problème du continent noir, parce que comment est-ce qu'on peut expliquer l'absence de jouissance d'une femme qui est au lit avec un homme, et pourquoi est-ce que ça ne lui monte pas au cerveau, à la bouche, au corps, aux hormones, pour réaliser son plaisir? Pourquoi ce refus du plaisir qui pourrait s'apparenter un peu comme le refus de la thérapeutique, comme le refus de guérir que vous avez si bien décrit il y a quelques minutes? Alors, ma réponse à moi, et je vais la jeter en pâture à vous, psychanalystes, et à Fernando,
Ma réponse, elle est dans le narcissisme. Je pense que pour qu'un être humain, et surtout une femme, arrive à une jouissance, il faut que quelque part, ce qu'il y a de narcisse en elle soit satisfait. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est sûrement que physique, ce n'est pas que mental, mais il faut qu'à un moment donné, cette femme se dise « Je suis celle que j'ai rêvé d'être, je peux me laisser aller, je peux me libérer ». Et c'est un petit peu ça ma réflexion. Et comme ça a été ça ma réflexion, eh bien je n'ai pas refusé d'opérer ces jeunes femmes que je vais opérer la semaine prochaine. J'ai expliqué à celle qui voulait être une poupée Barbie que c'était hors de question, qu'il lui fallait conserver un tout petit peu de ses petites lèvres, parce que c'était joli, et ça a une importance au niveau de la sensibilité sexuelle, et que l'ablation complète des petites lèvres est une mutilation, et que je ne voulais pas la mutiler. Et après plusieurs séances de consultation, elle a accepté. Et quant à l'autre, je lui dis ce que vous me demandez est ridicule. Je le faisais autrefois quand j'étais interne à l'hôpital de Gonesse, parce qu'il y avait une population de musulmans très importante, et que refaire une virginité, des fois c'était nécessaire parce que la belle famille n'aurait pas accepté qu'une femme ne soit pas vierge pour le mariage. Et ces femmes-là, parfois, elles étaient veuves, elles avaient vécu des drames.